chers collègues, amis, chers invités, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui dans le cadre des activités du département des arts. Tout au long de l'année académique passée, nous avons exploré ensemble un thème riche, croisement des arts, à travers nos échanges et nos travaux. Nous avons questionné les interactions entre les différentes formes d'expression artistique. Pour conclure cette dynamique de recherche et de dialogue, nous avons l'honneur de vous proposer aujourd'hui une conférence intitulée « Transcréation et interférence des arts », présentée par une personnalité incontournable dans le domaine de l'esthétique et de la philosophie de l'art, chère Madame Rachida Triki. Elle est professeure émérite et membre permanente de l'Académie Beit el-Hakma. Elle a consacré sa carrière à l'étude des dynamiques artistiques et à la réflexion sur la création contemporaine. Elle est fondatrice de l'Association tunisienne d'esthétique et de poétique. Elle a enrichi la pensée sur l'art tout en jouant un rôle dans la promotion des arts plastiques en Tunisie à travers l'organisation de nombreux colloques et expositions. Son travail de recherche est marqué par la publication de nombreux ouvrages en philosophie de l'art et en critique artistique. Parmi les plus marquantes, je peux citer Art et diapositifs du pouvoir, publié chez Dar Kalima Tunis en 2022. L'image, ce que l'on voit, ce que l'on crée, paru aux éditions Larousse à Paris en 2008. L'esthétique du temps pictural, édité par CPU à Tunis en 2001, et bien d'autres. Au-delà de son cadre académique, son engagement intellectuel dépasse les frontières et fait d'elle une figure incontournable du dialogue entre esthétique, politique et création contemporaine. Aujourd'hui, Madame Rachida Triki nous fait l'honneur de partager avec nous sa réflexion sur la transcréation et l'interférence des arts, une question essentielle qui interroge les interactions, les transformations, les changements des dialogues entre les différentes disciplines artistiques. Je vous laisse donc à l'écoute de Madame Rachida Triki. Merci. Merci beaucoup, cher président, cher Anis, pour cette présentation. Et marhaba bikoum, merci d'être là. Je suis heureuse de voir aussi beaucoup de jeunesse. Effectivement, donc cette communication que je vais donner fait suite à tout un travail aussi que l'on a tenu, comme vient de le dire Monsieur Anis Meddeb, pendant une année entière. Nous avons travaillé comme un groupe de recherche au sein du département Arts et Culture autour de la question de l'interférence des arts. Donc là, je vais vous entretenir effectivement de la transcréation, cette notion de transcréation qui vient effectivement dynamiser la notion d'interférence dans la pratique des arts. Donc aujourd'hui, la question de l'art porte moins sur les valeurs et catégories que sur la nature du processus créateur qui permet d'être attentif aux potentialités sensorielles de chaque art. Cette dimension est d'autant plus manifeste que les distinctions entre les genres et les frontières artistiques s'amenuisent. En poussant leur aventure aux limites des langages et des signes, les arts entrent dans un processus que j'appelle de transcréation et qui rend caduques les normativités propres à tel ou tel art. Parler aujourd'hui de l'interférence des arts, ce n'est pas revenir à la comparaison entre les arts, qui s'est inscrite du point de vue théorique dans une problématique autour
du rapport arts libéraux, arts mécaniques ou encore art du temps, art de l'espace. Cette question, comme on le sait, a favorisé toute une littérature sur le fameux ut pictura poesis, c'est-à-dire la poésie ressemble à la peinture, qui est tirée de la poétique d'Horace, et qui s'est lu d'ailleurs comme ut poesis pictura, qui a fait de la peinture l'équivalent de la poésie, pensant que la peinture était une poésie muette et la poésie une peinture parlante. Ce mode de comparaison a développé toute une polémique qui s'est déplacée en partie à la Renaissance, qui a déplacé le débat sur la comparaison entre sculpture et peinture. Diderot, dans ses salons, en 1965, a parlé à son tour de cette comparaison peinture et sculpture et des capacités respectives à imiter la nature en interrogeant de manière plus large le rapport du sensible au réel. D'autres considérations sur musica poesis ont mis en place des analogies entre son et couleur. Ainsi, la mise en rapport de la peinture à la poésie, à la sculpture et à la musique a de plus en plus, depuis la Renaissance, intégré dans la somme d'argumentation auxquelles on a eu à chaque fois recours, des parallélismes avec la composition du récit dramatique, voire avec les thèmes littéraires. C'est comme si chaque art devait, selon les échelles de valeur du moment, passer l'épreuve des analogies pour justifier sa validité par des potentialités formelles propres à un autre art. C'était là une façon d'élargir ses vertus de représentation ou d'expression vers une forme de sensibilité pure qui tendrait en fait à transcender la réception par un seul de nos sens, vers une sorte de réception supérieure, mais étonnamment proche de l'intellection, plutôt que de la sensorialité. En fait, cette approche de l'interférence des arts n'a été possible que parce que la distinction des genres rendait facile les comparaisons, les classements et les correspondances et permettait par là un ordre de référence et de jugement à des fins extra-artistiques. C'est ainsi que la peinture s'est vue légitimer son statut d'activité libérale par l'effet poétique et même rhétorique de l'ordonnance de ses dessins. Elle s'assurait par là des destinations morales. Plus tard et surtout au début du XXe siècle, c'est en privilégiant une esthétique coloriste qu'elle va s'approprier de plus en plus de pureté dans les intensités et les harmonies musicales. De même, la poésie, par ses vertus de peinture parlante, a renforcé sa dimension esthétique en convoquant l'imagination par le biais de la vue. Le poète, pensait-on, arrive mieux que le peintre à l'imitation de son objet parce qu'à travers le même personnage, il présente plusieurs portraits qui expriment l'évolution de sa passion. Donc, le récit dramatique ou littéraire aurait donc des potentialités d'une peinture qui donne à voir le mouvement de la vie par la multiplicité des points de vue. Il va de soi que dans le cadre d'une telle compétition où la forme maximale de représentation garantit la plus grande esthéticité, la musique s'est souvent vue attribuer la meilleure place. Elle a bénéficié du privilège de l'abstraction et de sa ressemblance aux figures géométriques et aux nombres qui en a fait, comme le soutenait Schopenhauer, l'expression de la quintessence de la vie et du cœur des choses. Ceci au point où jamais pensait-il, dans Le monde comme volonté et représentation, Schopenhauer pensait que des adaptations poétiques, chorégraphiques ou théâtrales à une composition musicale ne peuvent jamais correspondre absolument avec elle, parce que tous les autres arts, je le cite, représentent avec la précision de la réalité ce que la musique énonce avec la généralité de la pure forme. Fin de citation. Donc nous remarquerons ici que la comparaison fonctionne comme révélateur de l'extrême disproportion qualitative entre la représentation du monde lorsqu'elle touche un ou deux de nos sens
et l'expression qui rend en quelque sorte cette représentation dans sa quintessence. En fait, le statut hyperbolique de l'exemple musical, forme archétypale de la pureté de l'art, est le résultat de considérations extra-artistiques. C'est pourquoi je pense l'argument qu'oppose Jankélévitch dans son livre La musique et l'ineffable, l'argument qu'il oppose à la métaphysique de la musique est à ce niveau pertinent et on pourrait l'élargir à toute forme de transcendance par laquelle on a tenté d'élargir la portée expressive d'un art sur un autre. Cet argument porte sur la nature même du discours méta-artistique des arts. Jankélévitch rappelle que c'est par des procédés purement rhétoriques que la hiérarchie et la transcendance en art sont rendues possibles. Je le cite, « La métaphysique de la musique ne s'édifie qu'à grand renfort d'analogie et de transposition métaphorique. » Fin de citation. C'est une sorte de psychologie métaphorique du désir pour la musique qui finit par faire croire à leur auteur que c'est, et je le cite encore, l'être en soi lui-même qui monte et descend sur les 5 fils de la portée. Fin de citation. Alors qu'on est en plein mirage verbal, oublions la nature même des sensations sonores de la musique. Ces sensations, Kandinsky les avait découvertes dans la musique de Schoenberg. Il a décelé dans ses compositions à la fois la vie propre des voix individuelles et les dissonances musicales qui ont poussé sa peinture à un devenir antigéométrique et antilogique dans un graphisme autonome et des couleurs aux intensités quasi-physiques, avec des sensations de mollesse, de dureté, de saveur, de sonorité. Cette transgression des modes de représentation par effet de contact ou de contagion rend l'artiste sensible au phénomène de voisinage et abolit toute forme de hiérarchie des genres. Donc, le mirage verbal, dont parle Jankélévitch, le mirage verbal sur la hiérarchie des arts a longtemps touché sous toutes ses formes aussi bien la philosophie de l'art, la théorie de l'art que la critique d'art, lorsqu'il s'est agi de prouver le statut libéral d'une pratique artistique. Souvent même, l'autonomisation d'un art se payait à ce prix, comme ça a été le cas de la peinture à la Renaissance. On voit donc que le schéma qui a enfermé la réflexion sur les arts autour des axes arts libéraux, arts mécaniques, arts de l'espace, arts du temps, a déterminé un mode de comparaison et de correspondance des arts fondé sur l'idée de leur équivalence à des compositions aux finalités éthico-métaphysiques plutôt que sur celles de leur esthéticité, voire de leur sensorialité. On a ramené l'expérience esthétique à l'expression d'un jugement et l'art à la forme d'un organisme pour pouvoir retrouver dans l'œuvre ce qu'on y a déjà prévu, à savoir un ordre et des catégories en rapport à des références, des comparaisons et des correspondances sensées. C'était certainement le meilleur moyen de ne pas aller à la rencontre de l'œuvre. L'art s'est donc trouvé coupé de la vie par tout un dispositif d'évaluation et d'historicisation qui fait de lui d'abord un objet de connaissance. Dans La vérité en peinture, Derrida explique que depuis sa conception dans l'ordre de la mimésis, l'art a été pensé uniquement dans une série d'oppositions, sens, forme, intérieur-extérieur, contenu-contenant, signifié-signifiant, représenté-représentant. Série, dit-il, qui a structuré l'interprétation traditionnelle de l'œuvre d'art. De citation. C'est dans La vérité en peinture. Cette conception méta-artistique a longtemps occulté la dimension créatrice des productions artistiques, avec son lot de hasard et de nécessité. Elle aura tout simplement ignoré la réalité de l'art dans sa forme élémentaire, avec ses matériaux, avec les gestes et les pulsions qui l'actualisent, avec la concrétude dans laquelle s'éprouve à la fois le créateur et le récepteur, lui-même rendu possible dans le sillage de l'œuvre. En fait, à la disposition et aux règles précises que possède l'artiste, c'est justement décrit par Aristote comme celui qui produit dans l'ordre de la contingence, se sont toujours ajoutés des facteurs divers pour qu'une œuvre singulière et inédite se réalise. Aujourd'hui, avec les différentes révolutions qui ont déjà eu lieu tout au long du XXe siècle dans la pratique des arts,
Cet organisme qui structurait l'œuvre en ordre de raison s'est défait, se libérant de l'appartenance des genres, des catégories, des modèles et d'une réception appropriée. Le sens de l'œuvre ne réside plus dans la référence et la transcendance vis-à-vis de la représentation du monde. À la question classique en philosophie de l'art du pouvoir de représentation se substitue celle du pouvoir du corps, des sons, de la lumière, de l'espace immersif. Le sens se manifeste dans la mise en œuvre d'un mode d'existence à chaque fois différent. Il est dans la liberté et l'intensité du tracé, du son, des gestes, qui distribue et ouvre à de nouveaux espaces, oriente le regard, suscite des visions, crée des sensations de transport et de rythme, en éveillant des potentialités de réception jusque-là insoupçonnées. Cette déconstruction de la représentation a fourni des exemples topiques à une philosophie désormais ouverte aux différences, à l'altérité et à l'irrationnel, qui seraient les autres catégories de l'art pris dans leur dimension créatrice. Quant au discours des artistes, c'est dans un langage étranger aux plaidoiries qu'ils prennent en charge de dire leur aventure avec le matériau, leur angoisse de la page blanche, leur façon de s'éprouver eux-mêmes en réinvestissant le réel et l'imaginaire et en recréant les objets. Le peintre Francis Bacon parle de l'artiste comme de celui qui est capable, je le cite, de libérer les forces de sensation pour renvoyer violemment le spectateur à la vie. Fin de citation. Désormais, donc, la part du corps devient aussi partie prenante de l'œuvre. Ici, l'apport de la phénoménologie a été très important et a permis de sortir de la désincarnation classique de l'acte créateur en pensant la création dans un rapport au monde. L'intérêt porté par la phénoménologie donc a été important pour penser le rapport entre la création artistique et l'activité perceptive d'un corps sentant senti. Dans ses analyses, Merleau-Ponty a reconsidéré la nature du visible et éclairé sur le processus créateur. Si la perception est l'activité expressive primordiale du corps, c'est son amplification dans l'œuvre qui dévoile le rapport du corps au monde et la genèse même du visible. Ce dévoilement est l'objet d'une lecture poétique qui retrouve par exemple dans le tracé pictural la genèse du monde dans le corps voyant vu, où chaque tableau serait la cristallisation singulière d'une infinité de manières d'être au monde qui manifestent le visible à l'état pur. Même si l'œuvre est encore l'occasion de l'expression d'un sens, cette fois à l'intérieur même du sensible, l'intérêt pris à sa gestation la délivre du statut second, mimétique ou idéal. Elle devient production, résultat de l'activité d'un corps sentant senti qui inscrit par des tracés, des couleurs, son expérience sensible. En cela, Merleau-Ponty avait donc dénoncé ce qu'il appelait la foi perceptive, celle qui fait croire que le monde est saisissable par un œil comparable au cogito cartésien et à un entendement ordonnateur du visible. Il préfère parler du caractère visionnaire de l'artiste qui se constitue dans la déhiscence du visible, dans un rapport actif d'immanence entre perception et création. C'est pourquoi il devient superflu de s'en tenir aux catégories esthétiques propres à tel ou tel genre, se rapportant à tel ou tel organe du sens pour appréhender une œuvre, au point où Deleuze parle du corps sans organes. Le sens de l'œuvre ne peut plus résider, comme on l'a dit, dans la référence, mais dans l'expression, qui se manifeste par l'intensité respective, justement par le fait de l'intensité du coloris, du tracé, du geste, des sons, etc., pour donner à sentir ce rapport au monde. Et donc, la correspondance des arts dont je parlais plus haut ne concerne plus l'équivalence de la mimésis, comme l'avait suggéré le Ut Pictura Poesis, mais plutôt dans l'intensité que chaque genre artistique porte en lui et qu'il fait passer à d'autres. Face à la déconstruction de la représentation, donc au profit de l'altérité, de la différence, du sensoriel, le processus de création est appelé à être pensé comme devenir. Et là, j'accepte aussi le concept de Leuzien, c'est-à-dire comme transgression des limites qui élargit la réception et la libère des sensations traditionnellement attribuées à tel ou tel organe des sens.
Alors ce concept de transcréation que j'adopte traduit au mieux cette conjonction des arts actuels qui convoquent le corps et qui incitent l'art dans la vie. Il met en exergue les rencontres par contagion ou par détournement entre les différents arts. Et ces rencontres ne sont ni formelles ni fortuites. Elles sont dictées par la nécessité de dynamiser l'œuvre, de la transgresser, pour lui octroyer une sensorialité renouvelée qui rapproche du sens originaire des preuves entre les arts. La notion de transcréation peut travailler comme révélateur, mettant en évidence, donc, à travers ces déplacements opérés dans la confrontation des arts, de nouvelles formes de problématisation de la création. La scène théâtrale contemporaine, les procédés cinématographiques, la poésie, notamment sonore, l'art immersif, les happenings, l'art de la lumière, la vidéo art, l'art mural, les mixages musicaux et même les arts numériques lient directement l'art à la vie en faisant interférer espace, son, lumière, transcendant ainsi la séparation des genres, peinture, sculpture, danse. L'image devient lieu de capture, espace d'apparition du mouvement de la vie. Elle s'intensifie des propriétés des différents arts pour ouvrir les sens au devenir image, à la fois picturale, cinématographique, musicale ou poétique. Cette image complexe incite au questionnement devant sa présence énigmatique qui rend possible une pluralité de rencontres. Elle est comme l'autre de l'image représentative, non pas qu'elle n'ait rien à signifier, mais au contraire, pour introduire le doute à l'intérieur de l'accoutumance, pour instaurer un écart qui n'est pas celui du rapport frontal classique entre image et récepteur, mais un écart distanciateur qui rend active la participation du spectateur. L'œuvre suscite de nouvelles visions, crée des sensations de transport, de rythme, en éveillant des potentiels de réception, jusque-là insoupçonnés. Donc, par des procédés inédits et transcréateurs qui ouvrent donc chaque œuvre à sa limite polysensorielle. Le cinéma s'enrichit de la peinture, qui à son tour donne l'occasion d'une réception immersive. Cette coalescence de l'image-temps cinématographique et du pictural intensifie la réception esthétique du spectateur dans une saisie quasi contemplative, qui est, au sens étymologique, être à la chose de manière extatique. Il ne s'agit pas ici simplement de citations ou de rapprochements voulus par un cinéaste pour créer une filiation, une proximité entre une scène filmique et une peinture, dont est riche d'ailleurs la filmographie depuis déjà, donc Jean Renoir, 1946, dans Partie de campagne par exemple, où il évoque directement dans des scènes des œuvres de son père Auguste Renoir, donc, et comme la scène de la balançoire, hein, donc, ou bien des amoureux. Il s'agit quasiment d'une construction de l'image cinémato-picturale, pourrait-on dire. C'est le cas, par exemple, je prends l'exemple, il y en a eu d'autres, bien sûr, mais je prends un exemple, des films de cinéaste tunisien Nasser Khmir, peintre et conteur, admirateur de la délicatesse et de la richesse chromatique des miniatures persanes et de l'espace ouvert propre au monde de Paul Klee. Il a fait passer dans ses films la beauté mystique des lieux et des personnages. Grâce à son talent de peintre, il a su rendre la magie du désert par agencement de couleurs portées à l'effacement. Que ce soit dans son film Beb Aziz de 2005 ou dans Les balisères du désert 1984, la mise en scène intègre une iconographie quasi picturale du désert où les nuances de beige et d'ocre contribuent à baigner l'espace dans une luminosité et une homogénéité qui créent l'impression d'infinité et de pureté. Dans cet univers insolite, l'apparition fantomatique des personnages traduit l'errance du voyage mystique. Cette coalescence du pictural et du cinématographique chez Nasser Khmir se retrouve par ailleurs dans les costumes aux couleurs vives et or, ou dans ces jardins paradisiaques des Mille et une nuits, inspirés des miniatures persanes.
Je le cite, il dit ceci, d'ailleurs dans une interview qu'il a donnée dernièrement, qu'il m'a envoyée juste au point, c'était bien de l'avoir tout de suite. Il dit ceci, le cinéma n'est pas seulement un récit, mais avant tout une iconographie. Je suis allée chercher la racine de mon image dans les miniatures pour faire oublier l'image indigène fabriquée par la colonisation et l'enjamber pour mieux la défaire, ainsi un peu plus loin dans notre mémoire. Par exemple, dans Le collier perdu de la colombe, j'ai essayé de gommer les ombres comme dans les miniatures. On voit là déjà qu'il y a un engagement personnel, n'est-ce pas, du choix transcréateur de l'art de la miniature chez cet artiste. Mais il n'y a pas que la peinture qui ensemence l'image cinématographique pour renforcer le sens du récit, tout en lui donnant une charge esthétique. La dimension poétique et la musique participent aussi à cette intensification. Dans ses films, ce créateur polyvalent spiritualise l'image par le rythme lent de la musique et des chants soufis, en y alternant aussi de profonds silences qui suscitent une réception immersive. Ce que d'ailleurs Senda Hayati, spécialiste de l'esthétique musicale des films, a nommé la complexité silencieuse du film-musique. Elle nous avait donné une belle conférence à ce sujet et qui sera aussi publiée dans le livre qui va paraître de département Art et Culture. Donc cette aptitude à effacer les frontières entre les genres pour laisser passer les intensités d'un art à un autre se retrouve aujourd'hui dans plusieurs créations. Je n'en prendrai que deux exemples, il y en aurait effectivement énormément, celui de la poésie et celui du théâtre. Je préfère parler des métamorphoses opérées dans des genres artistiques qui ont eu longtemps leur code, plutôt que des arts très récents, pour montrer comment le processus de transcréation a pu les intensifier de l'intérieur. J'omets intentionnellement ici les arts numériques, la vidéo art et les arts dont la nature est essentiellement et finalement multimédiatique ou transmédiatique et qui conjuguent son, texte et images grâce aux nouvelles technologies. Nous savons que les arts numériques ont aussi investi un grand nombre de pratiques mixed media avec une large combinaison de formes d'art pour constituer une œuvre. Au point d'ailleurs que dans son étude sur ce phénomène, notre collègue Fetten Shuba a parlé du tout numérique comme système comparé à celui des beaux-arts. Cette étude aussi sera publiée donc, dans notre livre. Donc le phénomène de transcréation concerne le champ de la création poétique lorsque celle-ci s'ouvre au dehors de la norme langagière pour faire surgir des images inédites. Dans le poème, il est dans la façon de traverser la langue instituée jusqu'à la limite d'expression pour faire passer l'écriture à un niveau de sensorialité, c'est-à-dire de sonorité, de couleur ou de mouvement. Il est vrai que les révolutions formelles de la poésie au cours du XXe siècle, déjà avec le surréalisme, l'automatisme psychique pur, et avec les vers libres, ont opéré une importante déconstruction par l'intrusion de l'inconscient et du hasard. Mais aujourd'hui, l'écriture poétique, poussée consciemment à ses limites, est le lieu d'un travail de transgression des signifiants. Comme le dit si bien Deleuze dans Critique et clinique, parlant des formes de déterritorialisation de l'écriture, il dit ceci, le langage tout entier y tend vers sa limite asyntaxique et agrammaticale. Limite qui est son propre dehors, celui qui produit des visions et des auditions non langagières. Citation encore, sorte de peinture et de musique propre à l'écriture. Bien sûr, cette définition de mode de création en poésie, on la retrouve dans la poésie, bien sûr, en langue arabe, fortement, dans la poésie contemporaine. On avait fait une séance au collège de philosophie sur le rosé qui était très très intéressante. Et moi, je parlerai plutôt donc de l'écriture donc en langue française. Et je trouve que cette définition donc de mode de transcréation semble convenir au mieux à l'écriture de Hichem Ben Ammar,
notre collègue, cinéaste et plasticien. Comme chez Nasser Khmir, sa polyvalence travaille son écriture en la dynamisant. Que ce soit dans ses poésies libres, Grabuge de 2020, ou En veux-tu, en voilà, qui va paraître sous peu, ce recueil qui va paraître sous peu, ou dans celle qui s'apparente au haïku de 2023, formulée dans la concision des versifications, l'écriture se forge vitalement dans un rapport au monde quasi énergétique. Son écriture traverse la langue dans une sorte de ligne intensive qui échappe au système du langage institué pour une création syntaxique capable de produire des apparitions que seule permet l'éruption de la vie dans la langue. Il ne s'agit pas ici de l'irréel, mais de la trace de présence des choses, de leur captation inédite livrée dans des expressions inhabituelles. À ce niveau, l'interférence entre poésie, peinture ou musique ne réside plus dans le mode de référence à un dehors de leur médium, comme c'était pour Pictura Poesis, mais dans la proximité de leur sensorialité comme dynamique polyphonique. La picturalité nourrit sa poésie par la couleur ou par l'intensité des contrastes. L'autonomie poétique des mots produit leur force acoustique et leur dynamique propre. Il y a donc dans cette poésie de Hichem Ben Ammar une sorte de forcing de la langue qui fracture les formes conventionnelles et les connotations figées. Par un jeu de vocables se crée une sensualité rythmique de résonance polyphonique qui ouvre à une réception inédite. Je n'ai pas pu vous montrer des images, mais je peux toujours vous lire un poème ou deux. Donc, dans Grabuge, n'est-ce pas, texte et fragments, celui donc 1990-1920, je vous lis un poème court, poésie contre elle-même. Les mots sont-ils plus dignes que la chose qu'ils désignent? Quand ils sont nus, poilus, velus, pelés, étendus, quand on les épile ou les épelle, hérésie et récipèle, eczéma, belzébuth, scorbut, cohorte de syntagmes et épithètes à l'appel, que l'on segmente et que l'on stigmatise pour mieux raser le rhizome. Et une autre de haïku, il y a tellement. Haïku, donc, c'est effectivement ces vers, ces poèmes qui sont écrits à la manière du haïku. Et ce sont des poèmes qui sont longs. Donc, je fais un petit découpage juste pour vous donner un aperçu d'un haïku. Un haïku primal avec son cri guttural est un revenant. Rythme du haïku, comme le métronome, c'est un cœur qui bat. Puissance de frappe d'un haïku nucléaire en temps de guerre. Haïku uppercut classé parmi les poids-plumes, mais qui pèse lourd. Haïku explosif, chaque fois qu'on le relit, et plus corrosif. À répétition, déflagration du joyau qui se renouvelle. Effectivement, donc ces haïkus sont donnés comme une déflagration. Et là, je vous ai donné un avant-goût de donc la poésie que vous connaissez probablement de Hichem Ben Ammar, mais j'annonce tout de suite que le 21 mars, la journée mondiale de la poésie, il y aura une séance, Ramadan, consacrée donc à la poésie de Hichem. Donc aujourd'hui, ce mode transcréatif et polysensoriel de la poésie se manifeste aussi dans des formes d'exposition propres aux arts visuels. Des écrivains exposent aujourd'hui des textes poétiques photographiés ou des vers libres mis sous néon au tube cathodique en rapport avec des œuvres d'art plastique. Cette interférence se fait aussi dans des espaces d'immersion entre performances poétiques, principalement expérimentales et sonores, et des dispositifs visuels. Ces performances qui engagent encore plus le corps ont un voisinage avec la théâtralité. Probablement, l'art théâtral fait de corps en mouvement, de lumière, de chœur, CHEUR, OUER, de décor peint, se prête-t-il le plus, depuis son avènement, à une interférence des arts?
Cependant, cette interférence était soumise au canon qui codifiait la représentation. On le sait, l'esthétisme de la dramaturgie classique reposait sur les limites d'une durée, d'une homogénéité du lieu et de portraits socio-éthiques, hérités de la théorie aristotélicienne du poème dramatique, représenté par une action à portée cathartique, parce qu'imitative des passions humaines. La déconstruction de ce schéma s'est opérée dans le théâtre contemporain par des techniques d'incorporation des sensorialités propres aux autres arts dans le jeu de leur potentialité formelle. La multisensorialité du corps comme étendue, comme plasticité, permet de trouver par la mobilité les convulsions, les contrastes et la danse des figures sensorielles qui dépassent la visibilité, une sorte de communication pure jetée aux affects des spectateurs. Prenons le théâtre baleiné comme exemple, Artaud y décèle non pas une communication par sentiment, c'est-à-dire un théâtre de type psychologique, mais une sorte de sympathie hallucinatoire, qui est une communication des corps lorsqu'ils arrivent à des positions d'incompossibles, comme ces êtres sculpturaux d'Auguste Rodin. Je crois que le mot incompossible a été donné par Merleau-Ponty pour parler effectivement de ces postures très difficiles qu'un sculpteur comme Rodin avait pu réaliser. Et je cite toujours donc Artaud, je cite Artaud plutôt, à travers leur dédale de gestes, en parlant du théâtre baleiné, il dit ceci, à travers leur dédale de gestes, d'attitudes anguleuses et brutalement coupées, dans ces modifications syncopées de l'arrière-gorge, dans ces phrases musicales qui tournent court, de cris jetés dans l'air, se dégage le sens d'un nouveau langage physique à base de signes et non de mots. Fin de citation. Il faut bien sûr entendre aussi de signes comme création purement théâtrale, mais qui sont capables de s'universaliser parce qu'ils poussent à l'extrême la possibilisation de l'humain en tant que corps spatio-temporel. On en parlait tout à l'heure avec Jalil Bakar, effectivement. Donc l'humain, c'est ce qui universalise une production la plus locale possible. Donc, cette possibilisation humaine, ce théâtre donc, est capable d'inventer des durées, des instants catastrophiques, des stases de souvenirs par les ressources de posture, de travestissement et de jeu de voix. En rendant sensible un cri, une force, une vitesse, l'épaisseur d'une émotion, l'art possibilise le monde en son jeu, mieux il offre son jeu comme miroir du monde. Dans ce défi théâtral, la formule de la représentation classique se trouve renversée. C'est ainsi qu'aujourd'hui en Tunisie, dans le nouveau théâtre, la scène est prise dans une mise en rapport quasi énergétique entre le voisinage de la peinture, des effets cinématographiques et d'une chorégraphie contemporaine qui se concentre dans une sorte de picturalité mouvante où se focalise la diversité des expressions. J'avais écrit il y a quelques années un texte sur la sensorialité transcréative de l'adaptation théâtrale qu'avait faite Mohamed Driss dans sa pièce Hadith de l'adaptation de Haddatha Abu Hurayra Qal, à laquelle on avait censuré les paroles et qui s'était métamorphosée en une mise en scène quasi énergétique, rendant physiologiquement sensible le récit absent. Le théâtre tunisien actuel est riche de ces dispositifs. Je ne vais pas citer tout le monde, chez Feu Azdine Gannoun et Feu Raja Ben Ammar, chez Tawfiq Jbeli, dont nous aurons aussi bientôt, dans le cadre de notre département, une communication concernant sa pratique, de Jalil Bakar, bien sûr, et Fadel Jaraibi et bien d'autres. Dans ce théâtre, on trouve par-delà le langage un enchaînement de d'images scéniques quasi sensorielles, où lumière, comme je l'ai dit, son et mouvement s'entremêlent à la parole et au jeu des acteurs. Le dispositif scénique participe à l'interférence du réel et de l'irréel. Il permet à la fois la suggestion d'une histoire ordinaire et la dimension intemporelle des passions propres, comme par exemple celle du mythe de Médée dans la pièce Le bout de la mer de Fadel Jaraibi. Là, l'espace parfois atopique
et parfois identifiée et donnée à vivre par la conjugaison immersive que permet l'élément de l'image cinématographique de la mer. Par divers procédés transcréatifs, mouvements, cris, jeux d'ombre et de lumière, la théâtralité y gagne plus en intensification émotionnelle qu'un simple effet de situation tragique, qu'un simple effet nous pourrait rendre. Je m'arrêterai à ces exemples de genre artistique historiquement normés qui montrent à quel point l'interférence des arts, prise dans sa dimension transcréatrice, manifeste un rapport au monde qui engage l'esprit et le corps organique, à la fois dans la création et dans la réception. Cette lecture rend possible aussi une relecture rétrospective d'œuvres majeures qui, à des époques passées, ont vu leur transgression ensevelie sous l'autorité de la théorie et de l'institution de l'écriture historienne de l'art. C'est important de le dire, parce qu'il y a des œuvres, effectivement, qui sont porteuses de transgression et qui ne sont pas contemporaines. Il y a des textes d'ailleurs qui ont été magnifiques, qui ont été des analyses d'œuvres qui portent effectivement l'attention sur cette polysensorialité. Et il y a des œuvres aussi populaires. Le Stambali, qui a fait l'objet ici d'une journée, je pense, qui est fait de rituels, de danse, de chants, et qui est effectivement polysensoriel. Et c'est un art populaire. Et là aussi, nous aurons une publication de ces actes-là dans notre livre. Il y en aura d'autres aussi. Cette polysensorialité touche aussi l'architecture, par exemple dans la restauration du patrimoine. Notre collègue Feiqa Bjewi a montré comment le design peut interférer effectivement pour donner une sensorialité, pour dynamiser et réactualiser surtout les espaces. En conclusion, je dirais que j'ai utilisé le concept de transcréation pour traduire au mieux l'interférence des arts actuels qui convoquent le corps et insère l'art dans la vie. Il met en exergue les rencontres par contagion ou par détournement pour une esthétique polysensorielle qui s'enrichit des différentes forces propres à chaque art. Elles sont dictées par la nécessité de dynamiser l'œuvre pour lui octroyer une sensorialité renouvelée qui rapproche du sens originaire des preuves de l'art. Je vous remercie de votre écoute. Merci. Je ne sais pas si on peut parler aujourd'hui de l'art de faire une conférence. Ça existe, ça. Les orateurs, si c'est vrai. Alors, avant tout, permettez-moi d'adresser mes remerciements à Madame Rachida Triki pour cette présentation riche. Sa réflexion sur la transcréation nous a offert une nouvelle perspective sur l'interférence des arts et leur évolution contemporaine. Et pour résumer en quelques paroles, Madame Triki nous a montré comment la création artistique dépasse aujourd'hui les catégories traditionnelles pour devenir un processus en perpétuel mouvement. Loin des normes figées, les arts fusionnent à travers le geste, le son, l'image. Tout est mélangé, créant ainsi une expérience sensorielle où l'artiste et le spectateur se rencontrent dans un espace commun, comme on fait actuellement, je crois. Alors, je vous remercie pour votre présence et maintenant je vous cède la parole si quelqu'un a une question ou il veut partager une réflexion, n'hésitez pas.
سي سمير التركي. بالعربية وبيان فرونسي مفتوح الحوار، خاصة فما قدوم كبير لطلبة المعهد العالي للموسيقى، نشكرهم على الحضور إلى جانب كل الضيوف. Merci à Rachida pour cette belle prestation, très enrichissante. Je voudrais peut-être ajouter une petite, c'est pas une remarque, mais une réflexion qui consiste à appréhender la transcréation en la superposant à ce qui est transculturel. C'est-à-dire, dans le transculturel, il y a une forme d'osmose qui se fait entre les différentes civilisations. Et pour ce qui est de la musique, bien entendu, il y a eu cette relation entre l'Orient et l'Occident, et on trouve bien entendu des formes que je considère un peu comme primaires, sinon superficielles, quand l'Occident a abordé certaines choses. Je me trouve en face d'éléments graphiques qui s'apparentent au terme occidental arabesque, et je considère que le mot arabesque est fortement réducteur de ce qu'est l'art dans notre environnement arabe, arabo-musulman, enfin on l'appelle comme on veut. Arabesque, d'abord un terme qui n'existe pas en arabe, première interrogation, et ce qui prouve qu'il vient de l'extérieur de la sphère arabophone, du moins, ou de la sphère de la langue arabe, primo. Secondo, il est réducteur parce qu'il considère que c'est un art autre. C'est l'art à la manière des Arabes. C'est pas l'art. C'est un art, un autre art, disons, pour ne pas dire qu'il est de second degré, mais il est un autre art. Et l'Occident, en matière de musique, a beaucoup pris dans le monde le monde arabe. Rien que le terme arabesque, on le voit dans plusieurs réalisations musicales de type classique, disons, où on appelle, comme il est présent dans l'art chorégraphique, dans la danse, etc. La danseuse qui exécute une arabesque. Bon, comment elle exécute? Moi, je m'intéresse un peu à ce passage. Et je lis ça à la peinture. La peinture telle que certains la pratiquent. Je me souviens de souvenirs très vivaces de discussions que j'ai eues avec Mohamed Saad, du temps où j'étais résident à la maison à la Cité des Arts à Paris. Et c'était peut-être la seule occasion qui s'est offerte à moi pour discuter avec un musicien de ce qu'il y a dans ma peinture. Et il y avait un échange extrêmement riche, pour moi du moins, et ce qui montre qu'il y a quelque chose qui s'opère à ce niveau-là. C'est pour ça que j'appelle à appréhender un peu la transcréation aussi, en plus de ce que Rachid l'a fait brillamment, à travers la dimension transculturelle. Voilà. Oui, cet ajout très important, effectivement, c'est-à-dire la transcréation se fait aussi dans la transculturalité, soit par effectivement des malentendus, comme c'est le cas de l'arabesque, dont tu viens effectivement de montrer qu'elle a été utilisée et puis alors qu'on se l'est réapproprié nous-mêmes, quoi, et dans un malentendu et dans une hiérarchisation de l'art qui seraient donc les
il y aurait les beaux-arts et il y aurait des arts indigènes en quelque sorte, propres à, qui ne seraient pas de l'art. Mais effectivement, il n'y a pas que le côté négatif, comme tu viens de le montrer, il y a aussi le côté tout à fait enrichissant de l'interculturalité, et on connaît dans toute l'histoire de l'art, dans l'histoire de la peinture notamment, le, le Matisse quand il a été au Maroc, le Picasso quand il a vu la découvert la sculpture africaine, etc. Donc il y a effectivement une transgression. Et là, Semir Teleki, que vous connaissez certainement tous, sa peinture, probablement, il y a un livre ici sur Abid al-Hakma dans la bibliothèque sur la peinture de Semir Teleki. La peinture de Semir Teleki est aussi, je ne sais pas si tu me transcréative, il y a, puisque il part des modules que l'on trouve donc dans le patrimoine visuel arabo-musulman, et il en fait une transgression qui peut être effectivement, comme tu viens de le dire, qu'on peut lire musicalement, hein, qu'on peut lire de manière de mouvement ou musical, comme danse ou comme musicalité. Non, je suis tout à fait, bien sûr, cet élément est important, celui de la transculturalité. Et d'ailleurs, si on y voit bien, quand les historiens de l'art, ceux qui ont écrit l'histoire de l'art, quand ils l'ont écrit sérieusement, il y a toujours effectivement des interférences, il y a toujours des comment dire, pas des voisinages, mais des apports, n'est-ce pas, qui nourrissent. Et c'est dans cette transcendance, c'est le dépassement qui donne des œuvres intéressantes. Bonjour. Alors, je tiens à vous remercier pour cette conférence riche et stimulante aussi, je trouve. Et j'aimerais bien aussi revenir avec vous sur cette notion de transcréation. Surtout que le concept en soi m'interpelle puisque dans les cadres de mes travaux sur Abdelkbir Khatibi, le sociologue marocain, il donne un concept qui ressemble un petit peu à celui-là, qui est la frappe giratoire, donc au niveau du signe, donc dans une approche bien sûr sémiologique. Et alors pourquoi ça m'intéresse? Parce que pour moi c'est un concept qui est problématique, c'est-à-dire que au sein des arts, il y a la possibilité d'établir ce pan de communication, ce dialogue entre les différentes expressions artistiques. Donc, il y a une certaine porosité, donc ça, dans l'espace artistique. Mais quand on quitte cet espace, la sphère artistique, on est immédiatement, on va dire, on trouve en fait une sorte d'obstacle, d'opposition par rapport au réel. C'est-à-dire que c'est à la fois perméable quand c'est dans la sphère artistique et c'est imperméable quand on passe au réel. Et donc, la possibilité d'établir un dialogue entre l'espace artistique avec ses différentes, bien sûr, expressions et le réel n'est pas toujours évidente et je dirais même pas possible, par exemple, chez nous. Parce que les références que vous avez citées, c'est en grande partie, c'est des références occidentales, excepté le poète Hichem Ben Ammar et le cinéaste M. Khmir. Pourquoi? Je dis que c'est parce que chez nous, dans le monde arabo-musulman, il y a un problème, justement, et vous avez travaillé là-dessus, au niveau du rapport entre l'art et le pouvoir. Et donc, l'esthétique et le pouvoir. Donc, chez nous, en fait, l'esthétique, c'est un espace à part où on peut justement trouver toutes les passerelles possibles entre les différentes expressions sans que cela puisse avoir un impact réel sur le réel, un impact vrai sur le réel. Ça, c'est notre façon de voir les choses. Pourquoi? Parce que je considère que le signe artistique n'a pas réussi jusqu'à aujourd'hui dans notre culture arabo-musulmane à percer
la sphère du pouvoir pour pouvoir y entrer et communiquer, pourquoi pas, cette transcréation ou cette frappe giratoire des signes. Et cela, c'est visible dans l'espace public. Quand on sort dehors, on voit bien qu'il n'y a pas de configuration artistique qui vient directement de cette interférence ou ce dialogue des arts chez nous. On trouve généralement les formes qui sont données par le pouvoir, par l'ordre donné par le pouvoir. C'est ce qu'on voit dans l'espace public. Et à contrario, le signe religieux a par contre réussi, lui, à pénétrer la sphère du pouvoir. Et c'est pour ça que quand un responsable politique songe comme ça à exprimer cela dans l'espace public, il commence par faire bâtir un édifice religieux. Donc voilà, donc c'était ça ma remarque. Merci. Oui, vous posez le problème des potentialités subversives de l'art au niveau de l'espace public et du politique. Est-ce que l'art peut être véritablement un contre-pouvoir? Est-ce qu'il peut avoir effectivement un impact sur la cité? Moi, je ne pense pas que ce soit aussi catégorique. Je ne pense pas que en Occident, hein, comme vous le pensez, l'art ait pu être frontalement révolutionnaire. Vous savez, c'est M. Marcus, je pense, qui écrivait que, en parlant de Brecht, que en fait le théâtre ou n'importe quel autre art, s'il devait être un discours comme un discours politique ou de propagande, ne serait plus de l'art. Mais que la subversion, elle était beaucoup plus subtile. C'est-à-dire que le travail n'est pas... on ne récolte pas en quelque sorte des résultats immédiatement. Mais je pense personnellement que pas plus qu'en Occident, enfin pas ni moins qu'en Occident, il y a dans la production artistique dans le monde arabe, je pense, même en poésie, même la poésie est porteuse. Parfois, elle peut effectivement, des fois, une poésie peut stimuler tout un mouvement. Mais le théâtre, le travail que fait le théâtre est très important. Moi, je parlais tout à l'heure du nouveau théâtre, du théâtre, du nouveau théâtre. Les pièces de théâtre comme Jounoun, comme laissent des traces. Laisse des traces chez le spectateur. On ne peut pas en sortir comme ça indemne par rapport justement parce que bien sûr cela se fait sous forme de esthétique, mais cela effectivement donne à penser. C'est-à-dire que là où l'œuvre d'art peut être effectivement un contre-pouvoir et s'insinuer dans les plis que le permet le social et le pouvoir, n'est-ce pas, ce fameux contre-pouvoir que peut avoir l'art, il est dans justement cette prise de conscience, je ne vais pas parler de manière marcusienne, cette sorte de prise de conscience que le spectateur, que a, un peu de manière aussi cathartique que dans le sens aristotélicien, prend conscience effectivement de son aliénation, de type, pas de totalement, il ne va pas sortir faire la révolution, mais il y a une prise de conscience des subtiles, des diverses aliénations que peut produire même un roman, je passe d'une pièce de théâtre, d'une musique, par exemple, qui peut être porteuse de chansons, etc. Donc, je ne pense pas que ce soit... on ne peut pas exiger, effectivement, de l'art d'être frontalement révolutionnaire, sinon il abandonnerait, enfin d'être frontalement ou d'être idéologique, parce que là vous avez comparé les signes artistiques aux signes d'un discours théologique. Là, nous avons affaire à une idéologie contraire, une différence radicale. La création n'est pas une idéologie, n'est pas la création, c'est mettre c'est comme je donnais quelques exemples qui n'ont rien d'occidental. Moi, je ne pense pas que quelqu'un comme Nasser Khmir, il est loin d'être sa production, sa création n'est pas attaquée ni d'occidental ni d'arabo-musulmane, mais c'est parce qu'il a un engagement réel dans ce qu'il fait à partir de son histoire personnelle qui est très tunisienne par rapport à son père qui a été tué par au moment de la colonisation, par une sorte de quelque chose, un défi qu'il porte en lui-même.
et ce qu'il montre, c'est-à-dire cette image autre, justement, cette image de l'islam qu'il montre dans ses films, qui n'est pas l'islam, justement, qui n'est pas l'image d'un islam complètement dégradé et défiguré qu'on en donne aujourd'hui. Pour moi, c'est un engagement qui est effectivement fort, qui est politique au sens où politique doit s'entendre, qui touche tout le monde, la cité, le politéa, hein, c'est-à-dire le vivre ensemble, hein, qui touche les gens. Je pense que c'est ça, c'est-à-dire que on n'a pas à juger, on ne peut pas juger une œuvre selon l'effet immédiat ou l'effet, disons, concret qu'elle pourrait avoir donc dans une société ou dans face à un pouvoir politique. Il y a effectivement, je vais parler bon, le Khatibi, effectivement, il a une posture assez comment dire, sur le plan de la multiculturalité, sur le plan de la bilangue, etc. Et il a été effectivement très critique par rapport justement à la posture néocoloniale qu'on a eu vis-à-vis, par exemple, comme disait tout à l'heure Samir, vis-à-vis de l'art arabo-musulman. Mais je ne vois pas dans Khatibi, par exemple, il ne parle pas de cette comment dirais-je, limite qu'aurait l'art par rapport à une idéologie. Je ne vois pas les textes véritablement dont vous parlez. Mais bon, c'est comme hein. Non, parce que vous avez dit au début que c'était par rapport à Khatibi, non. Bon, en tout cas, sur ce point, je pense que le contre-pouvoir de l'art, il est dans ce potentiel subversif qu'il arrive à passer émotionnellement. Hein. Il peut donner, les postures actuelles des arts contemporains, ce sont des dispositifs qui se donnent comme des dispositifs qui vont permettre, qui donnent à penser, parce qu'ils s'insèrent directement dans l'espace public, comme on sait, que ce soit des happenings, que ce soit des installations, que ce soit donc des performances. Bon, mais bon, il ne demande pas, il ne se donne pas, si vous voulez, comme objectif. C'est pas leur objectif. Leur objectif, c'est de donner à penser, c'est de donner au spectateur, au récepteur, cette capacité de remettre en question tout simplement sa façon de se positionner, par exemple, dans un espace public, de se positionner dans la consommation, par exemple. Voilà, c'est un peu à ce niveau-là qu'on peut parler de contre-pouvoir de l'art. Voilà. Merci. Ah oui. Justine. Merci, professeur Twiki, pour cette très intéressante communication. Moi, je suis angliciste, mais je suis professeur de théâtre aussi. Vous avez évoqué à juste titre l'importance de la phénoménologie, bien sûr, dans la littérature contemporaine, Husserl, Merleau-Ponty, etc. Mais aussi, vous avez également insisté sur les règles classiques aristotéliciennes, l'importance des trois unités, l'unité de lieu, etc. Donc, ces unités qui vont être extrêmement respectées par les classiques, Racine, Corneille, etc. Mais il y a on a appelé Shakespeare le balayeur des règles, parce qu'il a mélangé le comique et le tragique dans ses tragédies. Et c'est pour ça que Victor Hugo l'a salué comme étant véritablement un grand réformateur. Pourquoi le mélange du tragique et du comique? Parce que les scènes étaient tellement violentes qu'il avait éprouvé le besoin de faire relaxer finalement. C'est une forme de relaxation pour ses spectateurs. Il fallait donc qu'ils rient aussi. Et donc vous avez la fameuse scène dans Hamlet, donc la scène, comment dirais-je, c'est l'enterrement de Ophelia, la scène des Grave Digger Scene, et aussi dans Macbeth, le porteur. Donc, vous connaissez le portier plutôt, le portier de l'enfer.
Et bien sûr, tout ceci a été finalement transcendé, vous avez utilisé, dépassé peut-être par les contemporains. Beckett aussi, c'est un grand balayeur des règles, parce que très souvent, il y a il y a l'espace qui devient littéralement circonscrit, où c'est véritablement, c'est une sorte de, comment dirais-je, c'est aussi, l'espace devient un cimetière où l'inaction finalement règne, et il n'y a plus rien, il y a aucune action, il y a la réification, etc. Et peut-être que tout ceci est une forme de répudiation du classicisme et peut-être aussi de la notion de mimésis telle que l'a conçue Aristote, c'est-à-dire la mimésis c'est la représentation de la réalité dans le monde, pas seulement dans le monde occidental, mais chez nous aussi, parce que moi je remarque que dans tout ce qu'on écrit maintenant en Tunisie, au Maroc, etc., c'est pratiquement une refiguration de l'inaction, de l'entropie, de l'incapacité à déchiffrer le monde. Et c'est pour ça qu'il y a une sorte d'amalgame de toutes sortes d'instruments. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, merci. Oui, par rapport à ce que vous dites de Shakespeare, je sais que vous êtes. Moi, à la fin, j'ai dit que cette transcréation pouvait être retrouvée, on peut la trouver de manière rétroactive dans des œuvres qui étaient effectivement considérées comme classiques et que on pouvait effectivement faire des lectures parce que moi, il y a un problème dans l'historicisation des arts. Le vrai problème, il y a toujours un problème dans l'écriture de l'histoire, de toutes les manières, parce que devant la profusion des événements, mais encore plus, je pense, que dans l'écriture de l'histoire de l'art. Parce que dans l'écriture de l'histoire de l'art, il ne suffit pas seulement de chercher dans les styles des catégories semblables, un voisinage, etc., qui pourraient réunir un certain nombre à une époque donnée, à laquelle on mettrait de telle date à telle date. Il s'agit aussi d'un travail esthétique. Moi, j'ai toujours parlé dans mes cours à mes étudiants, par exemple, du travail de Erwin Panofsky, quand il avait travaillé sur la Renaissance. C'est le seul, d'ailleurs, peut-être parmi les historiens de l'art qui avait dit il faut se doubler à la fois de philologie, d'un scientifique, et puis d'un esthète, c'est-à-dire de quelqu'un qui sent. Et l'œuvre unique de Foussillon, c'est ça, parce qu'il y a, est-ce qu'on peut effectivement, et donc Shakespeare, effectivement, est à part, effectivement. On peut trouver dans Shakespeare toute cette force, hein, cette capacité, il est d'une grande richesse, et d'ailleurs c'est pourquoi il y a encore des adaptations et des réadaptations de Shakespeare, comme dans des pièces aussi de l'Antiquité grecque, hein. Il y a des forces, oui, oui, tout à fait. Oui. Merci, Madame Rachida, pour cette belle conférence. J'ai voulu poser une question. Après, je vais parler du cas de la Tunisie, la transcréation en Tunisie. Voilà. La question, est-ce qu'on peut nommer tout un mouvement artistique avec ce titre, ce nom, transcréation? Parce que je me demande toujours, après l'art contemporain, qu'est-ce qu'on aura comme mouvement artistique ou on sera toujours dans l'art contemporain. Voilà, est-ce que ça pourrait être le nom d'un nouveau mouvement? Voilà. Et pour le cas de la Tunisie, en fait, on est en train de vivre la séparation des arts. Séparation aussi des écoles d'art. L'école de la musique, le théâtre, parce que l'architecture et l'école des beaux-arts étaient voisines. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a la possibilité de créer une école à la manière des Bauhaus où il y aura la multitude des arts? Voilà. Est-ce que ça sera une solution? Parce que je ne sais pas qui est en train de séparer les écoles d'art en Tunisie. Est-ce qu'on pourra avoir tout un village pour les artistes où ils peuvent se réunir, vivre ensemble et créer de nouveaux projets artistiques où il y a le métissage des arts?
Voilà, merci. Merci. Normalement, on doit prendre d'autres questions et après on répond. Alors, J'ai beaucoup apprécié comment vous avez présenté la problématique du sujet, puis vous avez parlé de Malevich et progressivement, donc on voit évoluer l'interférence des arts vers l'interactivité entre l'œuvre ou son auteur ou le motalaq et le spectateur. Donc, et surtout, cette interactivité, c'est ça qui m'intéresse et c'est ça qui m'a fait diriger vers l'art de la performance. Donc, en tant qu'artiste visuelle tunisienne, et pour répondre à monsieur, l'art n'est pas frontal de toutes les manières. Et par exemple, moi qui suis, comme vous voyez, timide et qui vient d'une éducation moderne, mais à la fois conservatrice, je suis née en 1955, c'est un peu loin, et chaque fois que je décide de jouer une performance, je prends beaucoup sur moi, beaucoup de stress, beaucoup de préparation et beaucoup d'énergie pour pouvoir me mettre devant des spectateurs, un public, et de pouvoir surtout jouer avec mon corps. Je fais appel parfois à un musicien, à une comédienne qui collabore avec moi, mais le fait, même si je ne monte pas sur une scène de théâtre proprement dite, et que je joue entre la scène et le public comme ça, c'est pas facile pour moi, femme tunisienne. Et donc, c'est déjà donc un défi. Et le politique là-dedans entre. Par exemple, une fois, j'ai une performance sur Samita marcher dans Tunis. Quand je marche, je tombe parce que mon corps, un côté de mon corps est plus court que l'autre, donc mon corps perçoit le dénivellement, les crevasses et les reliefs sur le trottoir. Et donc, à partir de ça, je me suis trouvée en train de critiquer justement la rue tunisoise, Tunis moderne, même pas la Médina. Et ça, c'est pas facile pour moi en tant qu'artiste dans un pays comme le nôtre de suggérer ça ou de essayer de faire prendre conscience de ça. Donc, et comme vous a dit Madame Rachida, Triki, c'est la prise de conscience, le travail interne du spectateur, ça se fait à long terme et c'est intérieur et c'est voilà sur plusieurs générations. Une petite question, Madame Rachida. Vous qui êtes dans les arts visuels en général, parce que vous avez été plusieurs fois commissaire, vous avez fait partie, on vous a invité à faire partie de jury pour choisir des artistes à la Biennale de Dakar, ou à Ouagadougou, je ne sais pas, et donc plutôt le Mali pour la Biennale de la photographie. Et par rapport donc à la scène artistique tunisienne, comment vous la voyez? Est-ce qu'il y a assez d'artistes qui font des choses dans l'interférence des arts et l'interaction dans tout ça, ce mouvement, ce nouveau mouvement révolutionnaire, j'allais dire entre guillemets, de l'art qui à proximité du grand public, qui touche l'humain et qui rappelle et interpelle. merci. On prend une autre question. Madame
Je voudrais simplement poser une question. Je n'ai pas de réflexion très profonde à faire. Simplement, il y avait dans le temps, en Tunisie, un personnage, Karakouz. Est-ce qu'on peut le considérer comme une transcréation ou la au début de l'indépendance, il y avait M. Aziz, je ne sais pas si vous connaissez, un philosophe. Voilà. Il écrivait des articles formidables, il avait des études sur Karakouz. On pensait, nous, que c'était quelque chose de pas sérieux, que c'est un personnage un peu bouffon, etc. Et finalement, il nous a fait comprendre que non, c'était une création qui venait peut-être de Turquie et qui est devenu un personnage en Tunisie, le Karakouz, la personne qui fait n'importe quoi, qui est un peu subversive aussi. Voilà, tout simplement. À vous la parole. Oui, peut-être Karakouz, je commencerai par Karakouz, parce que non, Karakouz, je ne peux pas vous donner l'historique, mais vous en savez certainement beaucoup plus que nous, puisque vous avez lu, enfin, Mohamed Aziz et peut-être Anis, oui, c'est spécialiste, Anis C'est un pourrait spécialiste. peut-être nous en dire un mot. Un petit peu. Mais en tout cas, moi j'avais vu, en fait, à la Médina, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi, il n'y a pas la Turquie, il y a la Sicile aussi. Hein, je crois que, bon, il y a toute cette histoire, donc, à la fois des marionnettes et des. Hein, vas-y, Plutôt peut-être aussi, dire quelque chose. c'est pas seulement turc, c'était le monde arabo-musulman pendant tout le Moyen Âge. C'est le théâtre d'ombre. Théâtre d'ombre, voilà. Et il vient, la vérité, ses origines, c'est la Chine. Mais il était adapté autrement dans nos pays. Et c'est un cas très spécifique ici en Tunisie et aboli par les Français par un décret en 1932. Voilà un exemple pour vous, le Karakouz qui est aboli par le colonialisme français parce qu'il peut représenter quelque chose d'affectif, effectivement. Menaçant. Oui, menaçant. Donc il y a toujours ce rapport de force voilà, qui part d'un côté et de l'autre et qui n'est pas forcément un coup de poing. Donc la représentation, l'imaginaire, la symbolique est forte. Oui, la question de cette sorte du regret de ne pas avoir un Bauhaus. Vous savez, les disciplines, il n'y a pas que seulement en art qu'elles sont. La séparation dans les disciplines, c'est quelque chose maintenant de général, hein, de général. Et c'est vrai que c'est malheureux pour les arts, et notamment, je pense que pour les arts plastiques et l'architecture, parce que il y a l'enseignement des arts plastiques à l'école d'architecture et l'inverse, il n'y a pas ceci d'architecture à l'école des beaux-arts. Bon, mais il y a des espaces de rencontres, hein, il y a d'autres espaces de rencontres et de création entre les artistes. Je pense que c'est aux artistes, effectivement, de se connecter. Amel Bouslema, qui est donc performeuse, photographe d'abord, une des plus anciennes, enfin anciennes, je dis, photographe, une des premières photographes, je sais pas, tunisienne, et qui effectivement est passée dernièrement à la performance. En fait, ça fait quelques années, n'est-ce pas? Ça fait depuis le 23, donc pas longtemps. Effectivement, c'est un saut. Effectivement, probablement, comme elle le dit, dans l'espace public. C'est une sorte d'exhibition, parce que c'est ça, c'est une sorte de dépassement de soi, qui est déjà une posture politique. Hein, c'est ça, moi je pense que j'avais écrit, je crois, en faisant référence à Rancière, qui parle de politique, politéa. Il ne faut pas l'entendre comme le politique, c'est-à-dire le pouvoir politique qui est transcendant et avec toutes ces, comment dirais-je, ces appareils d'État. Mais le politéa, c'est dans nos représentations, c'est dans nos pratiques. La politique travaille dans tout ce qu'on fait socialement et dans la cité ou même dans nos maisons. N'est-ce pas? Et donc, effectivement, ce passage, elle a fait l'expérience effectivement, d'une sorte de contestation
qui est passé peut-être probablement au public, mais même ce microcosme de public est suffisant effectivement pour avoir un effet. Hein. Je ne sais plus qui c'est qui m'a parlé de. C'est toujours. C'est par rapport à la scène artistique. C'est vrai qu'on a eu de manière plus évidente. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de subversion, d'art subversif, mais de manière plus évidente après 2011. Il est clair que l'espace public a été investi par les artistes. Il y a eu le phénomène de Dream City qui a montré effectivement beaucoup de liens entre les artistes et les gens, hein, tout simplement, les gens et les espaces. Les espaces ont été réactivés. Il y a une forme de, comment dirais-je, de possession effectivement de son espace public et j'allais dire, de sa citoyenneté créative. Ça, c'était clair dans les slams. Il y avait le slam, les performances, puisque oui, elle avait fait. Oui, ils avaient effectivement, j'ai le souvenir déjà, il y avait des artistes qui performaient au moment des barricades, au moment où il y avait des routes qui étaient fermées et qui ont performé. Il y a eu beaucoup d'initiatives de ce type qui étaient dues effectivement à l'événement. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des moments propices pour qu'il y ait des... Ceci dit, la scène artistique, elle est très riche, il y a effectivement beaucoup de... Pas parler de toute la scène artistique. Au niveau des arts plastiques, il y a des artistes des œuvres très intéressantes, de toutes les manières, qui sont... Ben ça, c'est pas le problème ça, c'est le problème comment dirais-je, des institutions. La séparation au niveau des arts plastiques, c'est que on va pas faire ici pas le procès, mais même l'état des lieux de la scène artistique, la scène plastique, des arts plastiques en Tunisie. Nous savons qu'il y a très peu de galeries, qu'il n'y a pas véritablement de centres d'art, qu'il n'y a pas véritablement d'aide aussi à la production, qu'il y a une séparation effectivement qu'il y a aussi la représentation des artistes qui est complètement dévalorisée. La représentation est institutionnellement dévalorisée de l'artiste. Ça, c'est un problème. Donc, nous avons besoin d'une véritable reconnaissance de l'art et de la culture. Ça, c'est très important. Une reconnaissance, j'allais dire officielle, une reconnaissance publique, voilà, législative, comme dit mon collègue, pour que déjà, n'est-ce pas, les artistes puissent exister. Elle est libre de parler. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, pour juste une petite remarque pour rebondir, M. Samir Triki, à propos de mon professeur Mohamed Saad. La vérité, c'est Mohamed Saad, qui est en France. L'idée, c'est de terminer ses études en harmonie et en contrepoint. الحقيقة جيل محمد سعادة كي نقول محمد سعادة صالح المهدي عبد الحميد بن العلجي أحمد عاشور leur problème d'après les études d'après les études leur problème était l'harmonie. L'harmonie, si on dit l'harmonie, c'est-à-dire la musique dite classique, la composition florale, contrepoint, fugue et tout, le package, c'est l'orchestration. En fin de compte, c'est l'orchestration. Le mieux, أحسن واحد الذي استطاع أن يصل إلى امتلاك تلك التقنيات هو في الحقيقة باعتراف الجميع هو محمد القرفي. Le problème مع محمد سعادة, le problème c'était conscient. وصل محمد سعادة إلى الاعتراف بأنه
التأليف على الطريقة الغربية تونال وتونال تلك الطريقة الأوركسترالية مش معناها ما هوش الهاجس الجمالي اللي يبحث عليه. وعاود معناها عمل خط معاكس جدا، وعاود رجع محمد سعادة للطرق التقليدية، واللي اكتشف هو بيده اكتشف، واللي بعدك فما الكتابات. معناها احنا توا كي نحكيو معناها كتابات نتاع العديد من الباحثين الرواد اللي بداوا كيما مراد الصقلي كيما محمد زين العابدين، اللي رجعوا النوسيون اللي اسمها ليغيتوفوني، هو تعدد الاصوات في الموسيقى العربيه اللي كانوا يراوها الغربيين، اللي هي مونوفونيه، اللي هي ذو صوت واحد، اللي هي فقيره. في الحقيقه هي غنيه جدا، لكن يجب معناها ان تعزف وتؤدى بالطريقه التقليديه. الطريقه التقليديه كل عازف متفرد ويجمعهم. معناها الفكره البحث عن المفردات اللي انت كتبت عليها واللي انت بحثت فيها هو نفس البحث اللي قام به محمد سعادة في الأعمال نتاعو. جست للتذكير، ونعرف العديد من الطلبة اللي هنا قاعدين يفهموا الإشكالية ذي. احنا نقولوا معناها مش اشكاليه ما بين الموسيقى الغربيه ولا الموسيقى العربيه، بقد ما الخطاب المقامي عنده الخصوصيه نتاعو اللي يقوم عليه الموسيقى العربيه، والخطاب التونالي اللي تقوم عليه الموسيقى الغربيه بعيد جدا. معناها مش عمليه اوركستراسيون فقط. وهذا اللي نجح فيه محمد سعاده ونتمناه، مش نتمناه، معناها البصمه نتاع محمد سعاده مباشره. عندنا زميلنا انور ابراهيم معنا في الديبارتمون، ميم ايكول، وذاك عليه معناها نجح ووصل للعالميه بهالمفردات البسيطه اللي انت سيادتك في الفنون التشكيليه. محمد سعاده في الموسيقى، وسي سور معناها حتى المفردات التشكيليه نتاع المسرح نتاع فاضل الجعايبي نتصوروا معناها في نفس الخطوط. إذا فما كيستيون ما كانش جو فوز انفيت ان بتي بونكي ونكملوا ديسكسيون غاديك. تفضلوا. Merci beaucoup pour cet apport.